Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux membres de l'Ex-Africa. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints pour le webinaire, à ceux qui nous suivent également sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter. Je précise qu'il s'agit du premier numéro d'une série de conférences initiées par l'Ex-Africa. Des conférences qui vont porter sur les différentes implications socioculturelles, sanitaires, économiques, sécuritaires, relations internationales du Covid-19. Pour ce premier numéro, le thème est État d'urgence et réalités socio-économiques au Sénégal, qui sera introduit par Eliman Abikan. Il est le président de l'Ex-Africa. Il est aussi analyste des politiques publiques, notamment en gouvernance et développement international, et senior fellow du London School of Economics sur l'équité économique et sociale. Alors, avant de revenir sur une présentation plus exhaustive de notre conférencier du jour, un mot quand même sur le thème que nous avons choisi ce soir, État d'urgence et réalité socio-économique au Sénégal. Thème d'une grande importance puisqu'il semble occulter l'aspect sanitaire même du coronavirus. Comme le rappelait récemment le socio-anthropologue Sylvain Landry-Fay, dans un pays comme le Sénégal, où la majorité de la population dépend à 90% de l'économie informelle, interdire les déplacements, c'est créer un autre drame social plus profond que le Covid-19. Le gouvernement le sait si bien puisqu'il a pris des mesures pour alléger, notamment, ou plutôt appuyer assez ces mesures qui ont été annoncées toute la semaine, le week-end par le gouvernement. Est-ce que ces mesures sont vraiment pertinentes? Comment mesurer leur efficacité? Quelles propositions pour améliorer ces mesures? Notre conférencier du jour tentera de répondre à toutes ces questions. Notre conférencier, c'est Eliman Abikan, le président de l'Ex-Africa, que je m'en vais quand même vous présenter avec un background très impressionnant, le temps que d'autres followers nous rejoignent. Eliman Abikan est diplômé en sciences sociales, sociologie, psychologie et en management. Il est aussi titulaire de plusieurs certificats spécialisés en développement international, notamment gestion de processus multi-acteurs et apprentissage social, centre de développement international. Et il est leadership et développement durable. Il a travaillé là-bas, droits humains. Il a suivi une formation à Atlantic Fellow for Social and Economic Equity. My English is so bad. The last time I speak English, many people die. Alors, retenez que c'est un programme commun du London School of Economics and Political Science et de Cape Town University. Eliman Abikan, notre conférencier du soir, a aussi commencé sa carrière professionnelle en tant qu'entrepreneur pour son propre compte entre 2001 et 2005 dans l'orientation scolaire et professionnelle et la GRH entre 2001 et 2005 donc. Ensuite, dans la gestion d'établissements scolaires entre 2005 et 2007 et universitaire entre 2009 et 2011 avant de se retrouver dans les associations comme le Forum civil, l'ANDCP, l'Ex-Africa, l'ONG internationale Transparency International, Oxfam. Il a aussi servi pendant quelques années avec un statut de consultant international pour le compte de Transparency International et du PNUD, notamment à travers des formations des jeunes et des OSC sur des questions relatives à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, et la Banque mondiale dans le programme gouvernance économique secteur privé dans le domaine de la lutte contre la corruption et la gouvernance publique et privée. Monsieur Eliman Abikan a aussi publié plusieurs articles sur la gestion des ressources humaines, la lutte contre la corruption, la gestion des valeurs, la gouvernance des ressources naturelles et divers autres articles d'actualité sur un blog elimanashkankolé.seneweb.com.
Militant engagé pour la citoyenneté active et la justice économique et sociale depuis le lycée, il a été chargé de programme, ensuite directeur exécutif du Forum civil, la section sénégalaise de Transparency International, où il a coordonné plusieurs programmes dans le domaine de la gouvernance, de la lutte contre la corruption, de l'éducation à la citoyenneté active, etc. Il est aussi administrateur fondateur de l'Institut supérieur panafricain de formation ISAF Francforé, qu'il a dirigé de 2009 à 2011. Pendant la même période, il a été conférencier invité au Master du droit comparé et au Centre de droit économique de l'Université Paul Cézanne d'Aix-en-Provence, engagé pour le progrès multisectoriel dans une Afrique unie. Il est actif dans la recherche sur les questions des inégalités économiques et sociales, de refondation politique et la construction d'un projet souverain et fédéral pour l'Afrique. À cet effet, il a été précurseur de l'initiative Lex Africa. Lex Africa, c'est leadership, éthique, gouvernance, stratégie pour l'Afrique, qui démarre, je le rappelle ce soir, une série de conférences consacrées aux implications du Covid-19. Le thème de ce soir, état d'urgence et réalité socio-économique au Sénégal. Eliman Abikan, bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir Lika, et merci de nous avoir introduits. À mon tour de saluer tout le monde, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui sont intéressés comme nous autres par l'actualité qui concerne effectivement cette pandémie de coronavirus qu'on appelle Covid-19. Alors, d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que pourquoi Lex Africa, en partenariat avec JIDER, avons donc initié cette série de webinaires. Il s'agit pour nous de bien gérer notre temps de confinement, parce que la plupart d'entre nous sont dans cette situation-là, mais d'utiliser les moyens technologiques à notre disposition pour pouvoir continuer à réfléchir ensemble dans donc, cette chaleur de l'actualité et donc pouvoir produire également ensemble des idées qui devraient nous permettre de mieux faire face d'abord à cette pandémie, mais également d'envisager le futur de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus lucide. Et donc, c'est pour cela que nous avons initié cela et il y aura beaucoup d'experts, de spécialistes, de chercheurs qui vont intervenir sur d'autres sujets. Bon, comme nous ne voulons pas faire comme les autres qui créent leurs vaccins et veulent les faire tester ailleurs, nous avons choisi de tester nous-mêmes. C'est pour cela que nous-mêmes nous introduisons ce premier thème et avec un grand plaisir d'ailleurs nous le ferons. Donc, pour pouvoir commencer, lancer une série de réflexions. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire pour expliquer pourquoi nous avons initié cette série de webinaires avant d'entrer dans le vif du sujet. Maintenant, notre sujet d'aujourd'hui... Oui, c'est une conférence sur le sujet, donc, état d'urgence et réalité socio-économique. Vous commencerez d'abord par nous donner le plan. C'est une conférence, c'est un travail que vous allez nous présenter en 3 étapes, n'est-ce pas? Tout à fait. Et je pense que pour cela, je vais quand même partager mon écran parce que, en fait, ce webinaire qui est axé sur le thème état d'urgence et réalité socio-économique au Sénégal, en fait, pour nous, ce n'est pas le terme état d'urgence en tant que tel qui est important ici, parce que c'est un terme juridique que les juristes viendront ici d'ailleurs expliquer davantage, mais ce qui nous intéresse, c'est justement la question des confinements, qui est en fait utilisée un peu partout aujourd'hui dans le monde et qui, de diverses manières. Donc, nous souhaiterons dans un premier temps faire une analyse des pratiques en matière de gouvernance des confinements un peu partout dans le monde et également ensuite essayer de voir dans le contexte sénégalais, alors qu'est-ce que la réalité socio-économique permet, ne permet pas.
et comment nous gérons effectivement les mesures que nous avons prises nous-mêmes à travers notre État pour le cas sénégalais. Mais avant cela, Oui. je souhaiterais alors partager avec tout le monde l'état aujourd'hui d'avancement, c'est-à-dire l'état des lieux par rapport à cette pandémie dans le monde. Les données que nous avons depuis tout à l'heure vers 17 heures nous montrent de façon globale que nous sommes déjà à 1 267 099 personnes qui ont été donc des cas qui ont été des cas positifs. Et aujourd'hui, en termes de cas actifs, on a un peu plus de 951 000. Et également, en nombre de décès, le monde enregistre plus de 71 211 décès. Et quand nous voyons tout ceci également, c'est important de voir que, en fait, l'Europe à elle seule polarise plus de 630 000 de cas. Hein, et a déjà enregistré plus de 50 000 décès. Comparé aux États-Unis, si on prend uniquement les États-Unis en Amérique, également sont à plus de 337 000, avec donc 9 654 décès. Bref, et puis on peut comme ça évoluer en Asie, etc. Mais on se rend compte qu'en Afrique, qui nous intéresse le plus, nous sommes pour le moment à moins de 10 000 cas, à 9 908 cas, et donc à 427 décès. Et donc, si on vient au Sénégal, que nous connaissons mieux, nous avons enregistré quand même quelque chose comme 226 cas, et donc deux décès, aujourd'hui 132 cas actifs. Pour dire que les chiffres sont éloquents, pour dire que cette pandémie, elle fait des ravages un peu partout dans le monde. Après avoir quitté l'Asie pour aujourd'hui c'est-à-dire domicile comme foyer en Europe et aux États-Unis. Donc, pas encore véritablement en Afrique. Et même si on vient en Afrique, on se rend compte que ce sont les pays du Nord. L'Algérie qui a accueilli le premier cas, l'Égypte et le Maroc, et plus l'Afrique du Sud qui concentrent quand même l'essentiel des cas. Et donc, l'Afrique au sud du Sahara n'est pas encore véritablement très touchée en termes de nombre. Bon, nous croisons les doigts, remercions Dieu pour que cette tendance soit davantage réduite et qu'on puisse finalement endiguer ce phénomène. Maintenant, si on considère, malgré cela, tout ce qui se passe dans le monde, on voit qu'il y a 3 éléments fondamentaux dans la gestion des épidémies. Et ces éléments-là, nous les retrouvons à partir de nos recherches, aussi bien sur les questions scientifiques que même sur la religion, en tenant compte effectivement des directives prophétanes. Et donc, ces 3 éléments, c'est la limitation de la mobilité, c'est-à-dire qu'il faut rester sur place, là où, quand il y a l'épidémie, là où on se trouve, on doit rester. On ne doit pas bouger, on doit rester. Même si on est dans l'épicentre, on doit rester, on ne doit pas bouger. Et donc, si on est ailleurs, on doit éviter de faire un mouvement. Donc, ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est la distance physique. C'est-à-dire qu'il faut quand même donc concéder cette distance physique. Contrairement à un concept qui a été véhiculé à partir de l'Occident, de distance sociale. Je pense qu'on a plus besoin de solidarité à ce moment-là. Donc, la distance sociale doit rester, mais doit rester donc, parallèlement à une distance physique qui, par contre, doit être observée. Et donc, c'est souvent la quarantaine de personnes contaminées ou qui sont susceptibles de l'être. Et donc, le troisième élément, ce sont les pratiques d'hygiène corporelle et d'hygiène environnementale. Et cela, c'est ce qui permet de se préserver et de préserver les autres. Donc, voilà les éléments essentiels que nous retrouvons de façon générale dans une analyse sur qui caractérise les épidémies. Et donc, tout cela, bien évidemment, nous les retrouvons dans les politiques qui sont prises. Et là, nous nous sommes essayés à une observation de la gouvernance globale du COVID-19 précisément et de voir quelles sont les pratiques qui sont observées un peu partout à travers le monde. Alors, on se rend compte qu'en fait, il y a une gouvernance et une communication qui sont centralisées. C'est-à-dire que les institutions spécialisées en matière de finances internationales, régionales, sous-régionales, nationales, mais surtout les États
sont les États qui en fait centralisent donc la gouvernance de l'épidémie et même la communication. Donc c'est à un niveau, il faut que la communication soit maîtrisée, gérée à un certain niveau pour être diffusée ensuite. Et forcément, cette communication, elle se base effectivement sur des éléments qui sont des éléments scientifiques tout simplement, que délivrent les spécialistes de la santé tout simplement. Alors, donc l'autre élément, c'est qu'on a vu qu'il y a des mesures exceptionnelles qui sont prises un peu partout. Alors, parce que c'est une situation exceptionnelle, c'est quelque chose qui a surpris le monde en fait. Et donc, face à cette surprise-là, c'est des décisions, des mesures qui ont été prises, qui sont également des mesures exceptionnelles. Et évidemment, il y a eu énormément de mesures drastiques, comme nous l'avons vu, et nous pourrons y revenir en parlant du confinement. Alors, aussi, il y a un élément important, c'est le dépistage. Soit c'est le dépistage sélectif qui est fait, c'est-à-dire qu'on choisit de dépister tout simplement les personnes à risque, ou bien les personnes qui présentent des symptômes, et on dépiste pour voir s'ils ont le virus. Il y a aussi le dépistage à grande échelle qui est aussi utilisé dans certains pays qui disent que, alors, parce qu'ils ont les moyens de le faire, qu'il faut dépister tout le monde pour savoir créer notre population atteinte, et pour cela, on pourra donc savoir comment véritablement gérer cette épidémie. Alors, il y a aussi un autre élément important dans cette gouvernance, c'est le port des masques. Et ça aussi, il y a un port de masque qui est sélectif, et il y a un port de masque généralisé. Donc, certains choisissent en se disant que, écoute, ce sont seulement ceux qui sont, comment dirais-je, atteints par le virus qui ont besoin de porter des masques. Mais bon, du moment où on sait que ces personnes-là aussi sont déjà mises en quarantaine, bon, on se pose la question si véritablement c'est pour elles. Bien sûr, les personnels soignants ont plus besoin de ça parce qu'il peut être des personnes qui sont saines, qui n'ont pas le virus, mais qui travaillent au quotidien avec des personnes qui sont atteintes. Donc, en priorité, besoin de ces masques. Mais aujourd'hui, la tendance, après surtout certaines recherches qui sont venues du Japon, qui disent que le virus, en réalité, comment dirais-je, ne tombe pas systématiquement sur le sol, mais prend un temps en suspension, et donc il faut les masques pour tout le monde. Ça aussi, c'est une autre tendance qui est véhiculée. Enfin, le dernier aspect sur la gouvernance globale, ce sont les différents modèles de confinement. Et donc, on se rend compte que d'un pays à un autre, effectivement, la stratégie de confinement n'est pas la même. Alors, donc, ce qui nous permet maintenant de parler des choix stratégiques de confinement. Alors là aussi, il y a un certain nombre, il y a quand même une diversité de choix. Ces choix sont faits sur la base de l'analyse ponctuelle, comme on l'a dit, que cette gestion est centralisée au niveau des États. Et donc, parfois aussi avec des recommandations, bien sûr, des organisations comme l'OMS, qui sont aussi répliquées et reprises en compte par les États. Mais en fait, le premier niveau que nous avons constaté parmi les pratiques à travers le monde, c'est le zéro confinement. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont choisi de ne pas du tout prendre des mesures de confinement, c'est-à-dire de laisser les populations continuer à vaquer à leurs occupations, et donc de pouvoir gérer cette affaire-là. Et ça, ces pays-là, ils se basent souvent sur deux aspects. L'un, c'est qu'ils font un usage de la technologie dont ils disposent, surtout par exemple en Corée du Sud, et un peu c'est le cas en Suède aussi, donc qui leur permet de pouvoir gérer pas mal de choses et de pouvoir aussi faire des tests, par exemple, à tout le monde, comme c'est le cas en Corée du Sud. Ou bien tout simplement, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'immunité collective. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'il y a le virus s'il atteint un certain seuil, jusqu'à 60 à 70% de la population, ensuite il pourra être anéanti. Et donc, il faut laisser les gens se contaminer, etc. Et après, à ce niveau-là, on pourra le gérer. Et donc, ça, vous voyez, des pays comme la Corée du Sud ont utilisé cela. C'est intéressant de voir qu'en Corée du Sud, sur 10 284 cas, il n'y a eu que 186 décès. Également, la Suède a usé de cela, et la Suède également a eu quelque chose comme 401 décès. Et également les Pays-Bas sur 17 851 ont eu seulement 1766 décès comparé à la France, à l'Italie, à l'Espagne, etc. Donc, mais ces pays-là ont choisi le zéro confinement, donc n'ont pas voulu arrêter leur économie,
on laissait les populations vaquer à leurs occupations, mais il y en a plus ou moins qui ont l'a bien géré en termes de taux de létalité. Maintenant, il y a aussi le confinement partiel. Alors ça, c'était au départ l'option de la France et de l'Italie, par exemple. C'était l'option initiale. Pour dire que, bon, on n'arrête pas tout, hein, mais on arrête certaines choses. C'est-à-dire qu'on arrête, on ferme quelques lieux publics, on isole les cas qui sont ciblés et que nous connaissons, et également, maintenant, on laisse le reste donc continuer. Et si vous voyez, en France, ils ont même maintenu les élections qui ont eu lieu. Malheureusement, on s'est rendu compte que ça a été les élections municipales qui a fait exploser le virus. En Italie également, ils ont continué à organiser des matchs de football et on s'est rendu compte également que ces matchs de football ont aussi contribué à la propagation du virus. Donc, ces pays se sont systématiquement rétractés pour changer de stratégie. Mais en Afrique, par exemple, l'Algérie aussi a choisi ce confinement partiel. Donc, un confinement partiel. Mais en fait, il y a un troisième niveau, c'est le niveau du confinement général. Alors, ici, la France est revenue finalement sur ça, quand même que l'Italie. Et c'était aussi le choix systématique de la Tunisie, le Maroc aussi, en Afrique du Nord, quand ils ont commencé à avoir le premier cas. Mais donc, c'était tout simplement une limitation des déplacements qui est observée tout simplement. Et donc, ce qui rend compte de ce comment on appelle ça encore, de ce slogan, restez chez vous. Et donc, c'est exactement cela, ce confinement général. Maintenant, ensuite, il y a plus drastique que le confinement général, c'est-à-dire les décisions de couvre-feu général. Bon, nous, on a un couvre-feu, mais partiel, le soir. Mais il y a des pays comme la Jordanie où c'était le couvre-feu général. C'est-à-dire que des déplacements sont entièrement interdits, et donc des populations. Bon, on peut, dans cette typologie, se permettre également de dire qu'il y a quand même des stratégies mixtes qui ont été utilisées, notamment même la Corée du Sud, on peut le dire. Mais je peux ajouter quelque chose en observant surtout les pratiques de certains pays, comme la France, l'Italie, mais surtout dans des pays comme par exemple au Sénégal, ce qu'on peut appeler une stratégie dubitative. C'est-à-dire, on veut faire ça, on n'est pas sûr. On dit, attention, bon, maintenant, est-ce que si on fait ça, ça va marcher, etc. Il faut éviter que des mesures soient prises et ne soient pas respectées parce qu'on connaît la réalité de nos pays. Et donc, c'est des stratégies mixtes, dubitatives, qui souvent sont liées à des contingences socio-économiques et culturelles. Et c'est le cas au Sénégal. Mais au Bénin, ils ont été très clairs. Hein. Le président a fait une déclaration pour dire que nous ne pouvons pas confiner les Béninois. Nous ne pouvons pas suivre le slogan qui vient de la France qui dit « Restez chez vous » parce que tout simplement, nous avons des réalités qui sont là. Et effectivement, c'est des réalités sur lesquelles nous pouvons revenir plus tard. Maintenant, sur le Sénégal, on connaît les mesures de confinement qui ont été prises. Et donc, ça a commencé d'abord par l'interdiction des rassemblements publics et les fermetures des établissements scolaires, universitaires, des établissements religieux également. Ensuite, il y a eu la fermeture des frontières, hein, de toutes les frontières hein, à la porte, donc que ce soit l'aéroport, le port et les frontières terrestres après. Et donc, il y a cet isolement qui a été choisi finalement. Et à partir du 23 mars, on a vu qu'a été décrété l'état d'urgence accompagné du couvre-feu, tout simplement ce qui a été hier donc prolongé encore pour un mois. Voilà un peu sur l'analyse des pratiques de confinement, ce que je voulais partager avant de venir véritablement sur les réalités socio-économiques. Merci beaucoup, Eliman. Merci d'avoir présenté la première partie de votre conférence. Nous allons faire rapidement un très bref résumé de ce qui a été dit, mais vraiment un bref résumé pour permettre à ceux qui viennent de nous rejoindre vraiment d'être au parfum de ce qui a été dit. Le thème, c'est état d'urgence et réalité socio-économique au Sénégal. Dans la première partie, vous avez commencé par nous donner les statistiques du Covid-19 au niveau mondial. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a près d'1 million de cas testés positifs, plus de 70 000 décès.
l'Europe, les États-Unis les plus touchés, l'Afrique moins touchée, avec des explications que vous avez données évidemment. Ensuite, les trois éléments fondamentaux de la gestion des épidémies, la limitation de la mobilité, la distanciation physique, distance physique, vous avez préféré distance physique à distance sociale qui est vraiment un terme importé, c'est ce qu'on entend en Europe, aux États-Unis, mais vous avez expliqué ici au Sénégal que compte tenu de nos réalités justement socio-économiques, on ne peut pas parler de distance sociale, mais plutôt de distance physique, parce que le professeur Penemo le rappelait récemment, hier ou avant-hier, dans une émission de radio. Aujourd'hui, le Sénégal a vraiment besoin d'une très grande solidarité. Les personnes les plus nantis devraient penser à aider ceux qui le sont moins, parce qu'on va vers des situations très difficiles sur le plan économique, ne serait-ce que pour permettre aux populations les plus vulnérables de pouvoir assurer les 3 repas quotidiens. Donc, l'expression distance physique, franchement, nous, on valide à la place de distance sociale. Les pratiques hygiène et corporelle, vous en avez parlé, se laver les mains, mais pas seulement se laver les mains. Hein. On parle souvent de se laver les mains, souvent, mais on oublie également de dire aux gens qu'il ne suffit pas seulement de se laver les mains, il faut carrément prendre une douche de temps en temps aussi. Si évidemment Sen'Eau nous donne de l'eau comme il en faut. En termes de gouvernance globale, la gouvernance et la communication, c'est vraiment centralisé. Les mesures exceptionnelles, les dépistages sélectifs que certains ont choisis et les dépistages à grande échelle, comme c'est le cas par exemple pour l'Allemagne, les États-Unis également l'ont démarré il y a quelques temps. Ce sont deux théories qui s'opposent. Certains États en ont choisi, d'autres ont rejeté ça. Le port de masque également, ils ne s'entendent pas là-dessus. Est-ce qu'il faut un port de masque sélectif ou généralisé? En tout cas, ce matin, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal a annoncé que tout le monde devrait porter dorénavant un masque. Mais il n'a pas expliqué quelles sont les raisons pour lesquelles il a demandé aux Sénégalais de mettre le masque en permanence, surtout quand ils sont dehors. Et puis, est-ce que nous avons suffisamment de masques? Est-ce qu'on va mettre nos tailleurs à contribution? Est-ce que ces masques-là que nous allons mettre pourront vraiment stopper le virus si on se retrouve au marché ou dans la rue, etc. Ça aussi, ce sont des questions sur lesquelles nous attendons les experts pour vraiment beaucoup plus d'explications. C'était intéressant, les différents modèles de confinement, les choix stratégiques de confinement, le choix du Sénégal. Certainement, ça va venir dans les questions. C'est un choix vraiment dubitatif, comme le Bénin. Est-ce que c'est un choix stratégique, vraiment, quand on se rend compte que les mesures ne sont pas respectées? Vous avez souligné le cas des religieux, notamment. Vous avez suivi les épisodes qui se sont passés par rapport à faut-il fermer les mosquées, est-ce qu'il ne faut pas fermer les mosquées, aller prier, etc. C'était tout un problème, ça fait partie de nos réalités socio-culturelles, de nos réalités également religieuses. On va aborder cet aspect-là au cours de nos débats. Et également au niveau des frontières. Personnellement, j'ai été quand même un peu étonnée quand j'ai vu que ce matin ou hier, les forces de défense et de sécurité, notamment l'armée et la gendarmerie, étaient en train de parler de la nécessité de mettre sur pied des checkpoints, etc., au niveau des régions frontalières, notamment dans l'Est, le Sud, etc. C'est comme s'ils ne savaient pas que nos frontières ont toujours été poreuses. Nous avons des frontières extrêmement poreuses. On a eu à soulever ça relativement à des questions sécuritaires. Donc, ce n'est pas maintenant que ces gens-là veulent nous faire croire que ces frontières sont poreuses. Ça fait depuis très longtemps. En tout cas, nous avons l'impression qu'au niveau de ces choix stratégiques de confinement, il y a beaucoup de points. On a été pris de court. Le gouvernement du Sénégal a été vraiment pris de court
par ce Covid-19-là, ou bien ils ne pensaient pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Mais bref, nous en reparlerons avec ceux qui nous ont rejoints dans le webinaire, sur les réseaux sociaux, etc. Et on va continuer. Eliman, pour la deuxième partie, je crois que j'ai un peu bien résumé ce que tu as dit depuis le début. Absolument bien. Et je pense que ça nous permet d'aller rapidement, parce que le temps file, sur maintenant le contexte socio-économique du Sénégal. Je pense qu'il nous faut d'abord analyser notre structure économique et sociale telle qu'elle est d'abord, et de voir un peu comment donc ce nouvel élément qui est le COVID-19, qui est un élément de disruption, comme on dit, un disruptive phénomène, donc intervient dans ce contexte-là. Bon, d'abord, cette réalité que nous avons une économie qui est extravertie, donc qui est assez ouverte, qui dépend surtout des importations, parce que les exportations sont faibles, alors qu'il y a énormément d'importations. Donc, l'essentiel de ce dont on a besoin pour fonctionner, pour vivre, même les denrées alimentaires, sont pour la plupart donc importées. Et ensuite, il y a cette prédominance des activités économiques informelles, parce que quand on voit que le rapport de la RSD nous dit que si vous prenez les entreprises au Sénégal, 93% de ces entreprises-là sont des entreprises informelles, et que l'informel contribue à presque 46% du PIB et emploie énormément de personnes. Donc, ce facteur-là, il est important aussi quand on prend des mesures de confinement dans ce pays. Bon, qu'on n'a pas beaucoup de salariés, hein, environ 500 000 salariés privés et publics confondus, sur une population de plus de 16 millions, vous voyez un peu sur quoi repose véritablement toute une masse de populaires, donc par rapport à ceux qui ont des revenus fixes, donc qui sont des revenus permanents, et même parfois des revenus précaires, parce que dans des situations comme ci, effectivement, il y a des décisions, des mesures de chômage technique qui sont prises, et donc les personnes ne sont pas payées comme il se doit à full time. Et il y a également, dans un pays où il y a encore de l'extrême pauvreté, il ne faut pas, on a déjà notre régime unique universel, qui est le fichier qui contient toutes les ménages qui sont dans des situations de pauvreté, avec 588 000 ménages déjà. Et donc, l'État du Sénégal est d'ailleurs en train d'élargir avec des données statistiques de la NSD pour aller jusqu'à toucher un peu 1 million de ménages qui seraient dans des situations de besoin. Donc, qui renvoie à quelques 8 millions d'habitants, disons la moitié des Sénégalais, qui auront besoin d'aide réelle, et également au-delà donc du registre national unique. Alors, à côté de ces éléments économiques, que certainement mon ami le professeur Khadim Bamba Diagne va développer jeudi prochain, parce qu'il insistera sur les impacts économiques carrément. Et donc, il y a aussi tout ce qu'on appelle les habitudes socio-culturelles qui sont anti-barrières aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, au lieu d'être des habitudes barrières, c'est des habitudes plutôt anti-barrières qui favorisent en réalité la propagation du virus dans le contexte dans lequel il intervient chez nous. Alors, ce que j'appelle l'habitude sociale, donc, en pensant à Bourdieu, bien évidemment, donc, contre le confinement. Alors, donc, ça, c'est lié à notre société, à nous-mêmes, comment nous fonctionnons. Et comme vous le savez, nous sommes encore dans une société qui est un sujet de socio-anthropologie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous vivons une certaine transition. Une transition, ce n'est pas une tradition, c'est une transition entre tradition et modernité. Et cette transition entre tradition et modernité donc, s'exprime par différents types de comportements qui n'entrent pas dans un seul registre comportemental. Voyez-vous, c'est un peu ce qui amène cette opposition, et on l'a vu récemment d'ailleurs dans l'actualité sénégalaise, entre ville et campagne, entre citadins et villageois. Voyez-vous, on dit que c'est encore dans la mentalité sénégalaise, mais également cela explique les ruptures qui existent entre l'État et le citoyen. Le fait que le citoyen ne soit pas toujours véritablement en phase avec les lois de la République, et ce qui explique les écarts de comportement qui existent tout simplement parce que nous n'avons pas encore réussi donc la création de ce qu'on appelle l'État-nation, qui permet à la citoyenneté
de s'exprimer clairement en phase avec les principes de la République. Ça, c'est une négociation dans laquelle nous sommes toujours encore, et cela déteint sur les types de comportements que nous avons. Également, il y a cet élément important que le grand professeur Malick Ndiaye avait déjà largement développé, c'est-à-dire cette éthique Ceddo et la société d'accaparement dans laquelle nous sommes, et donc qui n'est pas favorable à une certaine solidarité, malgré le discours qui est donné. Mais dans les pratiques, on se rend compte qu'en réalité, il y a cette éthique qui encore prédomine et oriente les comportements, et dans une société d'accaparement, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à aller vers la patrimonialisation du bien public, de l'État, etc. Et donc, chacun, finalement, vit par ses propres intérêts, mais pas véritablement en prenant en charge donc l'intérêt collectif commun. Et ça aussi, c'est un autre élément de notre société qui nous rattrape dans des situations comme celle-ci, parce qu'on voit des comportements égoïstes, tout simplement, qui se développent et qui ne respectent pas véritablement les consignes qui sont faites pour en fait défendre donc, la grande majorité. Mais également, cette culture de l'apparence et de l'autoflagellation, elle est aussi sénégalaise. C'est-à-dire, on veut être bien vu. Hein? Bon, il y a des initiatives qui sont des initiatives dans le fond noble, mais dans la façon de faire, en réalité, c'est dit, voyez-moi, j'ai fait ceci, j'ai donné 500 000 ici, 100 000, etc. C'est le fait à la télé, à la radio, etc. Donc, finalement, on met devant le fait, en fait, sa propre personne, son image, plutôt que donc, la cause qui nécessite cela. Donc, il y a une instrumentalisation, en réalité, d'une réalité, d'une opportunité de communication par tout simplement des acteurs qui agissent. Et donc, l'autoflagellation qui souvent explique nos problèmes comportementaux que nous avons souvent. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, oui, nous sommes les meilleurs. Et voilà, je vous donne un exemple. Hein. Bon, je parle juste de faits. Alors, aujourd'hui, on a besoin de ça, que tout le monde soit derrière le personnel de santé. On a besoin de ça. Mais on n'a pas besoin de dire que oui, nous avons les meilleurs personnels de santé, c'est pour cela qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de crainte à se faire, il n'y a pas un mort, il n'y a que seulement 2 en ce moment, etc. Ça, c'est un autre élément. Et surtout, nous rappelons-nous que cette même société qui, avant-hier, disait qu'effectivement, notre système sanitaire est un système corrompu, c'est un système moribond, c'est un système capté par les professeurs, etc. Donc, il ne faut pas qu'on entre dans des contradictions opportunistes de moment, mais il faut qu'on soit cohérent par rapport à l'appréciation que nous avons nous-mêmes de notre propre société. C'est un élément important, donc l'autoflagellation. Mais également, tout ceci nous arrive dans une crise de valeurs. Parce que vous le savez autant que moi, ça a été le débat dans ce pays depuis très longtemps, des scandales, des comportements déviants, des comportements méprisables, etc. On rencontre qu'au niveau des Sénégalais, il y a de plus en plus cette perte de repères, cette remise en cause donc, des boussoles et effectivement une propension à une ouverture, à une liberté qui s'exprime même dans l'espace public et que donc finalement ça aussi, ça entre dans le cadre de la crise des valeurs qui est un élément également qu'il faut convoquer pour mieux comprendre notre comportement et nos réponses à cette situation. Mais heureusement, bien sûr, il y a aussi l'émergence de certaines solidarités citoyennes de plus en plus donc, visibles. Et la plupart d'ailleurs de ces solidarités, de ces formes de solidarité, ne s'exposent pas aux médias ni aux caméras. C'est des choses qui se font dans les quartiers par des jeunes, par des femmes, par des personnes, des familles qui veulent aider à côté, qui veulent aider les talibés, par exemple, qui sont un peu éprouvés à cette situation, qui veulent donc donner des moyens aux Sénégalais pour pouvoir se prémunir, pour se protéger, etc. Bref, c'est des dynamiques également, heureusement, qui existent, qui sont des dynamiques sous-jacentes, qui, si nous travaillons là-dessus, peuvent nous aider à faire émerger de nouveaux types d'actions. Maintenant, je voudrais venir à cette analyse sur les contingences par rapport au précariat. Bon, j'emploie le terme à l'USAL Parlement, mais pour dire à la précarité tout simplement. Et donc, cette situation, quand même, il faut la lire aussi. Et la lire, c'est dire que, en fait, c'est le Sénégalais, il y a cette absence aujourd'hui
il faut le dire, pour la majorité des Sénégalais, mais de pouvoir d'achat, je veux dire même de liquidité et de réserves financières des ménages pour pouvoir donc continuer à faire face aux obligations quotidiennes. La DQ, par exemple, tu vois, parce qu'on parlait tout à l'heure de la majorité qui est de l'activité informelle, c'est l'activité du taba-taba, c'est l'activité de tabaliya ngone, c'est du joni-joni, c'est du bëccëg fukk juróom, etc. C'est ça en réalité. Dans le fond, au quotidien, pour avoir de quoi manger le jour. Et donc, dans ces circonstances-là, cela pose un problème sérieux. Alors, il y a aussi l'absence de protection sociale qui est structurelle dans ce pays. Alors, même les travailleurs, souvent, n'en ont pas. À plus forte raison, c'est qu'ils ne sont pas dans des structures formelles. Et donc, ça pose les problèmes d'absence de couverture et d'assurance chômage, etc. Et donc, qui nous rattrape dans des situations comme celle-ci. Alors, cela s'exprime aussi bien en ville, mais qu'au village. En ville, on se rend compte qu'il n'y a presque pas d'équipement de stockage et de conservation de la nourriture dans la plupart des ménages. Peu de ménages ont les possibilités de garder des manger chez eux, ont des frigos, etc., etc. Ils peuvent se ravitailler donc sur une durée déterminée. Il y a le problème de l'accès à l'eau qui est criant. On a vu même hier à Touba qui disent qu'il n'y avait même pas d'eau. Dans plusieurs quartiers à Dakar, c'est pareil, etc. Donc ça aussi, au moment où on vous dit qu'en fait, il faut prendre des mesures barrières, il faut se laver les mains plusieurs fois, alors que si vous ouvrez le robinet, il n'y a rien, c'est un autre problème. Avant de parler d'ailleurs de paiement des factures. Ensuite, il y a cet habitat qui est non formalisé. Alors, dans les quartiers populaires, et cela aussi amplifie un peu la difficulté de confinement, parce qu'il y a certains quartiers, par exemple, où, effectivement, les maisons sont tellement peuplées que les gens se relaient, donc au lit. Il y en a qui dorment le jour, et d'autres qui dorment le soir. Et donc, quand on dit qu'il y a un couvre-feu à partir de 20h, personne ne sort plus. Alors, imaginez les nouvelles situations de promiscuité accélérée qui sont créées dans ces quartiers populaires-là. Ça aussi, c'est un élément dont il faut tenir compte parce que ces contextes devraient nous amener à avoir des mesures pour aller plus loin et régler en même temps toutes ces questions-là. Mais au village aussi, il ne faut pas les oublier, même si on parle que des villes, mais les villages aussi peuvent être impactés parce que déjà, il y a l'impossibilité de la cessation de la principale activité agricole. Il n'existe que pour ça, il faut qu'il continue. Mais également, il y a maintenant des problèmes d'approvisionnement des marchés hebdomadaires, ce qui cause des pertes de revenus. Ouais. Parce que voyez-vous, en période difficile de soudure et autres, les villageois vont au Louma, et c'est au Louma qu'ils vendent leur bétail pour avoir quelque chose pour acheter d'autres condiments. Absolument. Mais aujourd'hui, tu vas au Louma, il n'y a presque personne parce du confinement. Et donc, les villageois n'ont rien, absolument rien. Donc, il faut bien qu'ils tapent à gauche et à droite pour être aidés tout simplement. Donc, il ne faut pas qu'on les oublie. Mais également, il y a le déficit d'information et de sensibilisation au risque d'exposition du COVID-19 pour ces villageois-là, qui sont plus limités, donc surtout qu'en Chine ou en Europe. Donc, je pense qu'ici, il y a un problème d'information et de sensibilisation également de ceux qui sont dans les villages, dont souvent n'ont pas accès, n'ont pas le petit écran, la télé, pour voir les choses, etc. Peut-être certains utilisent les radios tout simplement. Et donc, il y a un problème d'accès à l'information. Et donc, pour cela, je pense qu'il y a quand même des mesures d'accompagnement qui existent, qui sont mises en place, notamment au niveau de l'État sénégalais, avec le fonds qui est mis en place, qui est le fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19, avec ce budget de 1,367 milliard que nous pensons peut quand même aider à la prise en charge de ces problèmes liés à nos contingences sociales et économiques. Bon, parce que ce fonds, il est largement diffusé, je pense que les gens savent de quoi il s'agit, mais surtout, il y a le programme de résilience économique et sociale là-dedans, le budget des urgences, donc santé, sécurité, etc., et aussi le budget des interventions, les différents types d'interventions que l'État et les autres partenaires sociaux sont prêts à faire ensemble pour venir en appui. Donc, ce fonds-là a été très bien, visualisé par notre cher ami Abou Daou, qui est journaliste économique, pour voir un peu comment il intervient sur les questions sanitaires, sur la question de l'électricité, la prise en charge des coûts, sur la question de l'eau également, sur la question de l'achat des vivres. Donc, là, c'est l'option qui est faite par l'État du Sénégal, de distribuer des vivres aux ménages qui seront impactés.
mais également aussi d'appuyer un certain nombre d'entreprises, mais c'est les entreprises formelles de transport, d'hôtellerie, de l'agriculture. Mais donc également, il y a, voilà, dans ces aspects-là. Mais bon, sur ça, on peut applaudir, c'est très bien tout ceci. Mais je me dis qu'on peut mieux faire. Parce que, par exemple, c'est une option hein, de donner de l'argent, d'influer les entreprises. Pour dire que si on influe les entreprises, ça peut avoir un impact sur ceux qui y travaillent, etc. Mais une autre façon aussi de faire est d'aider directement les ménages. Et il y a plusieurs pays qui ont pris ces options-là, notamment les États-Unis, où on fait des transferts carrément aux ménages pour leur permettre d'avoir du liquide. Parce que d'ailleurs, on l'a dit, il y a un problème de liquide qui se pose sur certains. Et ce n'est pas évident que si c'est seulement au niveau des entreprises que cela est maintenu, que ça ne prenne pas en compte véritablement toutes les préoccupations. Même au niveau des entreprises aussi, il y a un autre élément important qui est soulevé, surtout par les spécialistes qui travaillent avec les startups et les entreprises informelles, pour dire qu'en fait, il y a une grande majorité, c'est-à-dire on avait dit que 93% des entreprises sont informelles, qui risquent de ne pas être touchées par ces mesures-là, alors que ce sont elles qui contribuent à près de 46% du PIB, à qui il faut manger surtout les populations sénégalaises, parce que les entreprises les plus grandes que vous prenez, en réalité, la plupart sont celles qui alimentent en fait cette croissance extravertie. Voyez-vous, parce que souvent, c'est des entreprises qui travaillent avec des multinationales, sont des succursales, etc., ou bien, bref, qui sont à ce niveau-là. Et donc, davantage creuser et cibler les entreprises locales par des acteurs économiques locaux qui vivent avec leurs familles pour que celles-ci puissent pouvoir être donc, dans une situation de résilience pendant cette année. Donc, également, un autre élément important, je pense qu'il serait important d'avoir aussi des investissements à moyen terme dans ce fonds de résilience. Et pour moi, l'investissement à moyen terme le plus important, c'est celui qui, au lieu de se limiter à donner tout simplement des vivres aux populations, mais investir sur la production agricole et cibler carrément l'agriculture familiale pour qu'au niveau des villages, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens puissent eux-mêmes gérer leur propre autosuffisance en cultivant. Donc, on les aide sur le plan logistique en amenant en rapprochant l'eau avec des puits, avec des forages qu'on peut accélérer hein, à ce moment-là et leur permettre de leur donner facilement l'accès à la terre pour qu'ils puissent produire des cultures maraîchères, etc. Et donc, des cultures vivrières pour pouvoir se nourrir et au moins ne pas mourir de faim. Pour moi, cet élément ne sort pas du plan que l'État a proposé, mais ça devrait être un élément important, surtout qu'il y a une base sur laquelle il faut se faire, c'est-à-dire il y a les domaines agricoles, mais il faut les amener, les déplacer vers les familles villageoises, dans leur village, leur donner chacun leur peu de terre et les moyens de les cultiver et d'aller de l'avant. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui est important. Et l'autre, c'est l'élargissement de l'appui des entreprises formelles aux entreprises et start-up du secteur informel. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et tout ceci donc, nous amène à de nouveaux défis urgents auxquels il faut faire face. Et pour moi, pour nous, après ce que nous avons constaté ces quelques semaines, le premier défi, c'est le défi comportemental. Et ce défi comportemental, ça nous ramène à l'éducation, à une citoyenneté solidaire. Je pense que le moment est venu de revoir notre lettre de politique éducative et de la discuter davantage avec les populations pour la réorienter, pour mieux armer les citoyens, parce que c'est dans des cas de crise comme ça, difficiles, de menaces collectives, qu'on se rend compte véritablement de nos réflexes, donc de nos réflexes de collectivité, de nos réflexes de solidarité, tout simplement. Un autre aspect, c'est l'accroissement de la production locale et la sécurisation des circuits d'approvisionnement. Ça, c'est important de le faire et surtout de miser sur les circuits d'approvisionnement intra-africains, hein, parce qu'on a appris aujourd'hui qu'en fait, que c'est un danger énorme, c'est très périlleux d'avoir une économie qui est fondamentalement axée sur l'importation même des denrées les plus importantes. Et donc, l'autre aspect, c'est la logistique du transport et ses conséquences sur la mobilité des travailleurs. Je pense qu'on a vécu ces derniers jours des gens qui ont du mal à rentrer chez eux après avoir quitté le travail. Et donc, cela nous ramène à revoir nos politiques infrastructurelles, nos politiques de transport public, parce qu'on a besoin
de transport public de qualité, mais vraiment de qualité, qui peut même amener les gens à choisir le transport public plus que le transport particulier. Ensuite, la structure économique doit être moins dépendante, et on l'a dit, et je pense qu'un spécialiste reviendra sur ça prochainement. Et donc, il y a ces éléments-là que je voulais partager pour le moment, pour dire qu'en fait, nous devons aller vers la refondation de pas mal de choses, aussi bien sociales, économiques dans notre pays, pour pouvoir, au-delà de la sortie de crise, nous mettre finalement sur une trajectoire de développement, de progrès économique et social qui assure le bien-être. Et ceci ne peut se faire que quand nous aurons davantage fait des choix qui sont des choix les plus endogènes, des choix qui rapprochent plus les acteurs économiques et sociaux à leur propre réalité, à la nature et à leur propre environnement. Voilà un peu ce que je voulais dire sur cet aspect. Oui, merci beaucoup, Eliman. Comme pour la première partie, je vais encore résumer cette deuxième partie plus rapidement parce qu'il y a d'autres participants qui viennent de nous rejoindre. Après, on verra avec Mohamed Abraham et Rokhaya Dji de l'autre côté qui suivent les followers sur WhatsApp, Twitter, etc. Est-ce qu'il y a des questions ici sur le webinaire? Multidimensionnel. Pour ce qui est des habitudes sociales, confinement, transition, transition, modernité, vous l'avez expliqué, éthique Tchedo, société d'accaparement, oui, culture de l'apparence et de la flagellation, oui, lorsque les médias ont lancé les télétons, il y a des médias, il y a des personnalités qui ont annoncé des chèques qu'ils n'ont jamais remis. Donc, des montants de plusieurs milliards avaient été annoncés au cours des télétons, mais on se retrouve avec une centaine de millions de francs CFA. Donc, c'est vraiment la culture de l'apparence. Et à côté, on voit également quelque chose qui est vraiment paradoxal. Des personnes, de grands entrepreneurs, de grandes personnalités qui appellent à la solidarité, qui donnent beaucoup d'argent dans le cadre de ce fonds COVID-19. Et en même temps, ils sont épinglés par des organisations de la société civile parce que tout simplement, ils sont en train de spolier les terres d'autrui, de pauvres paysans qui ne peuvent pas se protéger et protéger leurs terres. Ça, quand même, c'est paradoxal et on l'a vu, il y a même des exemples, des noms ont été cités. Il y a les rapports de certaines organisations qui sont là, notamment du Forum civil, pour le cas que vous connaissez très bien. Donc, pour ce qui est de la culture de l'apparence de l'autoflagellation, crise des valeurs, oui, la crise des valeurs, la solidarité citoyenne émergente. Vous avez donné des cas, ce qui se passe dans les quartiers, mais il faut dire également, il demande que cette solidarité citoyenne, peut-être qu'on aura l'occasion de discuter davantage là-dessus, mais c'est quelque chose qui a vraiment toujours existé chez nous, hein, au Sénégal, avec nos parents, nos grands-parents. Il y avait vraiment une solidarité très active. Les contingences du précariat, l'absence de liquidité, qui est un gros problème. L'absence de protection sociale, également un problème en ville. Pas d'équipement de stockage et de conservation de la nourriture. Même dans certaines maisons, on n'en a pas.
parce que tout simplement, c'est des maisons qui sont très mal construites, pas beaucoup d'espace, etc. L'accès à l'eau, c'est un réel problème en ville, à plus forte raison dans les villages. Les habitats non formalisés, avec les quartiers populaires, ce qui amplifie les difficultés du confinement. Dans les villages, c'est l'activité agricole qui risque d'en pâtir. Les marchés hebdomadaires où se font l'essentiel des échanges pour ces populations rurales-là qui n'existent plus à cause de ce Covid-19, les déficits d'information et de sensibilisation. Alors, à ce niveau, je dois vous dire, Eliman, que les radios communautaires jouent quand même un très grand rôle au niveau de ces communautés vraiment à la base. Et puis, ce qui est intéressant avec ces radios communautaires, c'est qu'elles diffusent dans la langue du terroir. Donc, il s'agira simplement de davantage les outiller, davantage les impliquer pour qu'ils puissent vraiment porter la bonne parole et atteindre les cibles. Les mesures d'accompagnement, le fonds Force Covid-19, les ressources extérieures également qui proviennent essentiellement des institutions financières internationales, genre Banque mondiale, PNUD, etc. Mais vous estimez qu'on peut faire mieux, bien évidemment, en investissant de manière durable et rapide dans le secteur de l'agriculture familiale. Il faut dire qu'il y a des expériences qui ont été déjà menées à ce niveau-là avec le gouvernement, des programmes du gouvernement, appuyés également par des organismes internationaux comme la FAO, mais ces expériences, en tout cas pour le cas du Sénégal, pour la plupart, n'ont pas donné les résultats escomptés et pourtant, c'est la sortie, c'est une solution de sortie de crise pour régler les problèmes d'alimentation, d'autosuffisance en nourriture dans les zones rurales et peut-être même régler une partie de ce problème-là dans les zones urbaines également. Élargissement aux entreprises et start-up du secteur informel, des mesures prises pour les entreprises, oui, mais peut-être que les gouvernements, les dirigeants seront également un tout petit peu réticents. C'est vrai qu'on a beaucoup de start-up qui se créent, mais quand on voit également le taux d'insuccès, ça ne rassure vraiment pas. Les défis urgents sur le comportement, on en parlera au cours des discussions sur l'accroissement de la production locale et la sécurisation des circuits d'approvisionnement. Oui, le ministre de la Solidarité nationale, Mansour Faye, je crois, récemment, il parlait par rapport au riz qui doit être distribué, que le Sénégal dispose actuellement de 3 mois de stock en termes de riz. On ne le souhaite pas, on ne prie pas pour si cette situation doit perdurer au-delà de 3 mois, qu'est-ce qu'on aura comme résultat. Donc, c'est pertinent de vraiment soulever cet aspect-là. La logistique, le transport, vraiment rien à ajouter. C'était un gros problème. La structure économique qui doit être également moins dépendante et pour une position souveraine et adoptée. Vous avez également donné vos points de vue. Eliman, vous êtes là? Vous êtes là, Eliman? Oui, oui, je ne vous entendais plus là, mais là, ça revient. C'est bon, vous avez écouté le résumé?
Oui, j'ai bien écouté jusqu'à un peu avant la Nous fin, avons quoi. des questions. Nous avons ici des questions de quelques participants. J'ai bien envie également de vous poser d'autres questions, mais j'aimerais savoir avec Rokhaya Dieye qui est sur Twitter, qui suit ce webinaire sur Twitter, est-ce qu'elle a déjà des réactions? Est-ce qu'il y a possibilité d'entrer en contact avec Rokhaya Dieye? Non? La technique, vous m'entendez? Abraham Mohamed? Bon, on va revenir à eux plus tard. Iliman, vous avez déjà 6 questions. Hein? Alors, la première question, Iliman, la personne demande, est-ce qu'il ne faudrait pas une gestion décentralisée par les localités versus une gestion centrale par l'État? Ça, c'est la première question. Peut-être qu'ils estiment que la personne qui a posé la question, je crois, hein, ce qu'il veut dire, que les mesures qui sont appliquées dans les grandes villes ne doivent pas nécessairement être appliquées également dans les communautés à la base. C'est peut-être qu'ils demandent une gestion centralisée de ce confinement. Quelle est votre réaction par rapport à cette question-là, Elima? Oui, une question intéressante parce que justement, quand on parle de gestion de gouvernance centralisée, en réalité, c'est la tendance presque un peu partout. Hein. Et dans des situations de catastrophe comme celle-ci, effectivement, tout le monde se regroupe vers un seul chapeau pour pouvoir avoir une intervention cohérente. Et donc, cette gouvernance centralisée, elle est souhaitable. Maintenant, dans la mise en œuvre de cette gouvernance centralisée, il est toujours mieux, bien évidemment, de gérer et d'intégrer les spécificités internes et locales, et donc pour pouvoir avoir donc une gestion différenciée et donc avoir des mesures qui peuvent être pertinentes ici et qui peuvent ne pas être ailleurs. Et je pense que c'est comme ça que je comprends la question, qu'effectivement, par exemple, si on va ici entre milieu urbain et milieu rural, il y a des disparités. Il y a aussi les problèmes d'inégalité géographique qui existent et que donc, une concentration sur Dakar de l'essentiel de l'économie, comme vous le savez, mais aussi de la grande partie de la population sur une petite portion du territoire. Et donc, cela nécessite effectivement une gouvernance beaucoup plus équitable, beaucoup plus équilibrée, qui tient compte de ces disparités-là. Ouais. Parce qu'on est d'accord. Et ce problème d'ailleurs se pose si vous prenez les États-Unis, par exemple, entre New York qui a été spécialement attaqué par ce virus et l'État de New York qui ne pouvait plus véritablement faire face, a demandé à ce que l'État fédéral vienne en appui. C'est ce qui ne s'est pas fait systématiquement. Voyez-vous, donc à un moment donné, effectivement, même dans ce cas d'espèce où la décentralisation est structurelle, elle est constitutionnelle, on a vu que effectivement les États locaux ont besoin d'avoir ce chapeau fédéral-là pour pouvoir trouver les moyens de pouvoir faire face. Donc, je pense que la centralisation est une bonne chose. Maintenant, dans la stratégie de mise en œuvre, il faut une stratégie différenciée, spécifiée, qui tient compte des spécificités et des déséquilibres qui existent. Et des réalités dans les communautés. Exactement, Iliman. Ça, c'était la première question. Gestion décentralisée et centralisée du Covid-19, de l'état d'urgence, pardon. Deuxième question, c'est qui de la préservation des données privées dans l'usage de la technologie? Est-ce que ce serait acceptable dans la société sénégalaise où le souterrain est une valeur très importante chez nous? Ça, c'est la deuxième question. Les données privées dans l'usage de la technologie. Je ne vois pas le lien vraiment avec ce que nous sommes en train de débattre. Ou bien vous voyez un lien, Eliman? Excuse-moi, je n'ai pas entendu la question. Vous n'avez pas entendu la question? La deuxième question, il parle de la préservation des données privées dans l'usage de la technologie. Est-ce que ce serait acceptable dans la société sénégalaise où le souterrain
est une valeur très importante chez nous. Je crois que cette question-là n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire, non? Oui, je pense qu'on aura une intervention spécifique sur cet aspect donc de la nouvelle utilisation des technologies avec nos valeurs. Je pense que c'est une question qu'on peut reléguer à une conférence sociale. Oui. Avec des spécialistes du D'accord. domaine qui pourront mieux nous apporter. Alors, une autre question porte sur le contexte socio-économique du Sénégal, là où vous avez parlé de 36% d'extrême pauvreté et de 80% de pauvreté multidimensionnelle. Ici, le follower veut une explication plus détaillée. Eliman, vous m'entendez? Pardon? Vous m'entendez? L'autre question, la troisième question? Une explication plus détaillée. C'est la partie qui concerne le contexte socio-économique du Sénégal, là où vous parlez du pourcentage de personnes qui vivent dans une extrême pauvreté et de l'autre pourcentage qui vit dans une pauvreté multidimensionnelle. 36% Oui, et 80%, ils demandent de des la pauvreté explications. multidimensionnelle. Voyez-vous, ça n'a rien à voir avec l'extrême pauvreté. Si vous considérez, et je peux vous en renvoyer d'ailleurs au rapport sur l'industrie du développement humain que produit le PNUD, en réalité, cette pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire que on peut ne pas être dans l'extrême pauvreté, on peut même avoir des revenus, etc. Mais on a du mal à faire face à toutes ces obligations. Par exemple, on a des problèmes pour se soigner quand on est malade. On a des problèmes pour régler comme il se doit l'éducation des enfants, etc. Donc, on peut régler les besoins qui sont les besoins fondamentaux, mais il y a certains aspects sur lesquels donc, on n'arrive pas à faire face. Donc, c'est un peu cette dimension de la pauvreté multidimensionnelle qui est évaluée dans le cadre du rapport sur l'indice de développement humain du PNUD. Donc, pour dire que ce que je voulais dire ici, c'est qu'en réalité, presque plus de 80% des Sénégalais sont en fait dans une certaine précarité. Qu'il suffit d'un seul événement pour qu'ils basculent dans une situation définitivement précaire. Voyez-vous, vous pouvez être un salarié, mais vous n'avez pas un salaire. Bon, regardez, dans un pays où on vous dit que les dépenses en matière de loyer vont jusqu'à 36% de ce que vous gagnez. Voyez-vous, en moyenne. Donc, c'est problématique parce que tout simplement, donc, vous êtes dans une situation de précarité et vous pouvez toujours basculer à partir d'un seul événement vers l'extrême pauvreté. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'entends plus, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous t'entendons. Voilà, donc je peux y aller sur cette question en fait. Moi, je pense que voilà l'occasion pour nous de refonder toute notre politique sociale et même de donner du contenu à ce concept de refondation de la République qui est demandé. Voyez-vous, ça me rappelle un ami entrepreneur qui me disait, mais vous savez pourquoi c'est difficile pour un entrepreneur de s'en sortir dans ce pays? Je lui dis quoi? Parce que nous payons l'impôt au moins 3 fois. Cela veut dire quoi? Il y a l'impôt social qu'on donne, c'est-à-dire ça, c'est les parents qui sont derrière parce que vous voyez, quelqu'un, derrière lui, il y a presque
des centaines de personnes qui dépendent de lui également. Il y a également l'impôt religieux, c'est-à-dire que ce devoir de donner la zakat et de donner l'offrande, le monde tout le temps. Ensuite, il y a l'impôt donc de l'État. Voyez-vous, donc il y a tout ceci en même temps. Et donc, moi, je pense que dans la refondation d'une république, c'est-à-dire de faire de sorte qu'on reconstruise une république, mais qui soit en phase avec nos véritables valeurs et aspirations et façons de vivre, et donc ça nous amène à nous questionner sur ça, pour dire mais comment on peut rationaliser tout ceci et trouver des canaux organisés qui permettent de pouvoir organiser, comment dirais-je, toute cette, disons, ce devoir du don. Ce devoir du don, parce que c'est le don et le contre-don, voyez-vous, que ce devoir du don soit organisé, et donc par l'État. Mais oui, ça doit se faire, effectivement, et donc ça nous permettrait de nous assurer que nous pouvons avoir ainsi un levier de lutter contre les inégalités par le partage des revenus que certains concentrent et donc avec les autres. Et je pense que là, nos experts en fiscalité et nos experts en assistance sociale et nos experts en religion peuvent se retrouver, discuter, échanger à profondeur sur ces questions-là et trouver un modèle qui puisse arranger tout le monde. Et un modèle beaucoup plus rationnel. Les deux dernières questions, ça a un lien, c'est comment garantir que les vivres aux populations, comment garantir que les vivres destinés aux populations qui en réellement besoin. Oui. Alors, ça, c'est un problème de gouvernance et de transparence de l'action sociale. Et donc, je pense qu'il nous faut des mécanismes puissants pour nous assurer effectivement que cette action solidaire qui va se mettre en branle, que ce soit au niveau de l'État et qu'au niveau de tout ce que les privés organisent, soit quand même une action qui a un impact. Et parce qu'il y a des risques. Il faut pas... milliards. D'après le diapo que vous avez montré dans votre présentation, que l'État a débloqué 69 milliards pour l'achat de vivres. En l'occurrence, 148 000 tonnes de vivres, c'est-à-dire riz, huile, sucre, pâtes alimentaires et savon. Le riz, on en avait parlé, il y en a pour un stock de 3 mois de consommation et le tout destiné à 1 million de ménages. Mais d'après les services du ministère de la Solidarité, ils vont d'abord se baser sur, ils vont d'abord distribuer les premiers bénéficiaires, ce seront ceux qui avaient bénéficié des bourses familiales pour distribuer les vivres. Et le reste sera éparpillé à travers les 553 communes et il y aura une répartition avec un ciblage communautaire. En fait, moi, ce qui me pose problème à ce niveau-là, c'est qu'on se base sur la base de données qui a servi à allouer des bourses de sécurité familiale. Vous avez suivi tout le tollé que cela a suscité. Le ciblage n'était pas bon. Des personnes qui n'en avaient pas besoin en ont bénéficié parce que tout simplement, ils appartenaient à telle ou telle autre formation politique. Ça redevient un problème si on doit se baser sur cette base de données qui a servi donc aux bourses de sécurité familiale pour quand même distribuer ces livres-là. Oui, j'avais commencé à répondre. Je pense que je n'ai pas entendu. Donc, je suis en train de dire qu'en fait, cela pose un problème de gouvernance de la politique d'action sociale. Et particulièrement dans cette circonstance qui est une circonstance d'urgence, où effectivement on se base même sur une réforme du Code des marchés publics. On peut se questionner déjà sur la commande publique par rapport à ces 69 milliards-là. Est-ce que ça se passe de manière transparente, etc. Bon, on a vu que dans le dispositif, il est prévu un comité dans lequel il y aura effectivement des parlementaires, même de l'opposition, et des représentants de la société civile. Et je pense que là, il y a un grand défi. Et je pense que c'est l'occasion aussi
qu'ils ont donné en des situations de crise comme celle-ci, d'apprendre, l'occasion d'apprentissage en matière de bonne gestion. Parce que la réalité est qu'au Sénégal, il suffit de retourner à tous les rapports dont tu as fait état tout à l'heure sur le niveau de malgouvernance dans ce pays. Toutes ces malversations qu'il y a dans la gestion de la commande publique. Donc, s'il y a une manne aussi importante de 69 milliards qui doivent aller en des vivres qu'il faut commander et qu'il faut distribuer, c'est illégitime que cette question de gouvernance, de la transparence soit posée. Et donc, je pense que ce comité dont on fait état, il va falloir lui donner une large représentativité, mais également des pouvoirs pour contrôler sur toute la chaîne, depuis l'expression des besoins, la commande et sur la distribution jusqu'à la base, donc que tout se passe dans les règles de l'art. Maintenant, il y a des instruments qui sont là, qui ne sont pas parfaits, mais qu'on peut utiliser parce qu'il faut partir de quelque chose. Et c'est le registre national unique dont tu parles qui, effectivement, a fait objet de discussion. Aussi l'État, l'action sociale, que même les ONG qui travaillent de façon générale sur l'humanitaire et sur la résilience. Et donc, c'est un fichier qu'il faut faire, tout simplement, parce que ce fichier qui a été utilisé pour les bourses familiales, et on s'est rendu compte sur les bourses familiales, il y a eu des malversations, même la Banque mondiale. Absolument. Et pour cela qu'elle avait demandé... Un mauvais ciblage. Oui, qu'elle avait demandé que des acteurs de la société civile puissent être intégrés dans le processus donc des bourses familiales. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a effectivement dans certaines localités des gens qui étaient nantis, donc des non-ayants droit, qui bénéficiaient de cela. Il y a aussi des pratiques corruptives sur la distribution de ces bourses aux ménages. On s'est rendu compte des travaux de courtage, des pratiques de courtage qui se faisaient. Au lieu de donner l'intégralité à la famille, il y a des personnes qui se débrouillaient pour prendre une partie et donner une petite partie. Voilà, ça c'est sénégalais. C'est des comportements qui sont là, qui existent. Donc ces comportements, il faut les traquer. Il faut d'abord, dans la mise en place du dispositif, être préventif, voyez-vous, pour éviter cela. Parce que ce serait une catastrophe sur la catastrophe du Covid-19 et de se rendre compte, en fin de compte, que cet argent qui est mobilisé, qui est aussi notre argent, parce que c'est notre contribution en tant que contribuable, mais également c'est nos engagements en tant qu'emprunt que l'État fait à notre nom et qui seront remboursés par l'institutionnalisation, que tout ceci se fait. Donc, il y a cette exigence, effectivement, de transparence, et plus on imagine l'espace de transparence dans le processus de prise de décision et de suivi sur le terrain, et plus on pourra y arriver. Dans d'autres pays comme le Rwanda, par exemple, le président s'est mobilisé pour assurer un suivi effectif donc, de Absolument. la vivre vers les ménages ayant droit. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, Eliman, parce qu'il nous faut boucler quand même. Je crois que pour ce qui est de la question de la transparence, cette fois-ci, les dirigeants veulent jouer vraiment. Les citoyens. Eliman, vous me recevez là? Oui, on a fait une petite coupure. Donc, c'est certainement la dernière question avant de conclure. Vous avez évoqué le cas du non-respect de certaines mesures. Et par rapport à ça, j'évoque le couvre-feu et on a l'impression qu'il y a une inégalité des citoyens devant ces mesures-là. Sinon, comment comprendre? Certaines le prennent comme un fait divers, mais c'est un réel drame. Comment comprendre l'épisode qui fait les choux gras de la presse depuis le week-end dernier par rapport à ce qui s'est passé dans un quartier huppé de Dakar où des personnes, des enfants de gens nantis pouvaient braver l'interdiction, le couvre-feu, se retrouver dans des appartements et puis avec des laissez-passer en bonne et due forme.
Dans le même temps, à la préfecture de Thiès, un agent de la préfecture a été arrêté pour trafic de laisser-passer, de laisser circuler. Sociologiquement, quelle analyse, comment vous comprenez ce phénomène-là? Merci. Lucas, ce que tu viens de dire là, ça nous ramène à ce que j'avais évoqué tout à l'heure en parlant de cette éthique Tchedo dans une société d'accaparement où il y a des groupes qui s'accaparent de ce qui appartient à tout le monde et qui se donnent tous les privilèges et les droits au détriment des autres. Et également de ces comportements qui finalement donc encouragent des pratiques égoïstes, voyez-vous. Et souvent, ces pratiques égoïstes-là se retrouvent dans une classe sociale qui est une classe sociale économiquement donc puissante, qui utilise ce pouvoir économique pour corrompre tout simplement le pouvoir réglementaire, juridique, je veux dire ceux qui appliquent la loi, parce que voyez-vous, sur ces cas-là, vous évoquez des agents de l'État, mais également quand on parle de laissez-passer qui sont quelque part monnayés, tout le monde sait que les laissez-passer, c'est l'autorité administrative qui doit les donner. Alors, est-ce que c'est des fraudes qui sont faites sur son dos ou bien est-ce que c'est un système qui est organisé à ce niveau-là? Ça, c'est un énorme problème que nous avons. Et voyez-vous, c'est des pratiques qui existaient avant et qui nous rattrapent dans cette situation de crise. Alors que cette situation de crise devait nous aider à nous départir de toutes ces tares en fait, qui nous ont caractérisés tout simplement pour repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus vertueuses. Et malheureusement, voyez-vous, ce scandale-là donc, éclate dans ces circonstances où tout le monde est confiné, tout le monde est préoccupé, tout le monde est dans l'anxiété. Alors, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc, c'est des pratiques dont il faut se départir systématiquement. Et pour y arriver, il faut revenir à l'état de droit tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut que tous les citoyens soient limités par rapport à la loi. Et ça, il y a une seule responsabilité. Mais c'est la responsabilité centrale de l'État qui a le devoir de faire appliquer la loi à tout le monde. Et donc, sans distinction. Et je pense que ces faits-là sont des occasions ou bien des opportunités qui sont données à nos autorités pour dire le droit simplement et appliquer rigoureusement la loi pour donner l'exemple. Absolument. Tout à fait. Et récemment, il y a une connaissance qui me disait que l'État tient vraiment ici l'opportunité de rwandiser, entre guillemets, le Sénégal. On va voir ce que ça va donner, surtout dans l'après-Covid-19. Iliman, vous avez exactement, l'équipe technique me met une pression extraordinaire. Vous avez exactement 2 minutes pour conclure. Oui, d'abord, pour dire que vous parlez de rwandiser, mais on tient encore quand même au respect des droits et libertés des Sénégalais. Voyez-vous, oui. Maintenant que tout le monde respecte la loi, ceux qui ne respectent pas la loi maintenant, qu'elle soit rigoureusement appliquée contre elle. C'est tout simplement ça. Et je pense que maintenant, ceci dit, j'étais heureux de partager avec tous ceux qui ont suivi ici. Et comme je l'ai dit, ça c'est le premier acte. Hein, nous sommes cobayes. Et donc, si ça a réussi, ça dépendra de votre feedback. Donc, nous allons continuer avec d'autres intervenants sur d'autres sujets qui nous préoccupent tous pour mieux comprendre la situation. Mais au-delà de la situation, aller plus loin. C'est-à-dire imaginer et envisager le Sénégal que nous voulons à partir de maintenant. Parce que ce pays a besoin d'être revu. Ce pays a besoin d'être remis à l'endroit. Parce qu'en réalité, ce que nous vivons là, ce n'est pas la meilleure perspective qu'il faut pour ce pays. Ce pays est gorgé d'esprits brillants, d'esprits créatifs, de gens engagés avec de bons cœurs, de grands cœurs qui sont prêts à se donner pour leur patrie. Donc, il faut que ceux qui ont la possibilité de décider et qui ont la légitimité de regrouper les Sénégalais autour de l'essentiel fassent le travail. Mais pour le faire, il faut aussi qu'ils commencent d'abord à être exemplaires. Voyez-vous, parce qu'on ne peut pas appeler les gens à quelque chose dans laquelle on ne vous retrouve pas vous-même par vos pratiques et par vos discours. Voyez-vous, donc on était là et je pense qu'à partir, on dit que les peuples, les grands peuples, donc donnent le meilleur d'eux-mêmes dans des situations de difficulté. Et donc, utilisons, exploitons cette situation de difficulté où tout le monde se remet en cause, on fait nos introspections
pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Mais cette base-là, doit être une base de souveraineté et une base d'autonomie. Voyez-vous, le virus Covid-19 nous a montré qui est finalement l'Europe. Voyez-vous, nous qui sommes dans cette envie de l'ailleurs, dans ce complexe de l'ancien colonisé, à qui on donne un pouvoir qu'il n'a presque pas finalement, voyez-vous, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus vulnérables que nous-mêmes, qui sont considérés comme étant les laissés pour compte de ce monde, de ce système, alors que nous avons encore des ressources que nous n'avons pas exploitées à l'interne. Je ne parle pas de ressources naturelles seulement, mais des ressources morales, des ressources éthiques que nous pouvons exploiter, développer et participer à partir de là à l'équilibre du monde. Mais cet équilibre du monde-là, pour y arriver, il y a une étape qu'il faut régler. C'est qu'il faut qu'on construise et qu'on développe notre propre leadership à partir d'ici pour que l'Afrique soit davantage unie, que l'Afrique soit indivisible et debout, une voix qui porte. Parce que si on arrive à ça, on pourra tout simplement remettre en cause les rapports de force au niveau mondial et assumer notre présence dans le monde tout simplement. Moi, je pense que je termine avec ça. Ça s'adresse aussi bien à l'élite, mais surtout aux jeunes. Parce que l'Afrique de demain, dans 25 ans, sont les jeunes aujourd'hui qui doivent s'engager pour le réaliser. Et voilà, on est là pour accompagner dans cette œuvre-là. Et donc, je vous remercie. Je suis content de